don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Tommy Method. Juste te dire, tantôt quand tu m'as présenté, t'as dit Tommy Metto au TikTok. Sérieux? Oui. Ben, c'est pas grave, je t'ai dit que ça dérangeait pas. Hey, je vais aller en thérapie, ça va pas bien. Ah, ben non! Pas pour ça. Mon cher, comment ça va? Ça va très bien. Ouais? Très bien. Merci de me recevoir. Ouais. Merci de l'invitation. Ouais. Ça fait plaisir. Ben, ça fait plaisir. Ça fait un petit bout qu'on se parle. Puis en fait, pour expliquer un petit peu le backstory, j'ai commencé à publier sur LinkedIn l'année dernière. Je pense, tu as vu juste organiquement des posts qui ont apparu sur ton feed? Oui. Okay. Fait que ça, Absolument. c'est très cool. Puis tu as commencé à commenter mes affaires. Puis t'étais rendu, chaque post, je recevais un commentaire. Je suis comme, OK, il faut que j'envoie un message. Merci encore, là, j'apprécie. Fait que j'ai proposé de faire un épisode ensemble. Puis là, ben, ça a donné bien que cette semaine, tu venais à Montréal. Fait que je disais, on se fait un podcast ensemble. Puis on se rencontre aujourd'hui au studio. Fait que, comment tu te sens? Genre, aujourd'hui, t'es-tu... Très bien. Ouais? Très bien. Moi, très cool. j'adore les podcasts. OK. On s'en est parlé un petit Oui, peu avant. oui, 100%. J'adore parler. Fait que je suis dans mon élément ici. Fait que j'adore ça. Puis encore une fois, merci beaucoup de m'avoir invité, évidemment, là, d'avoir pensé à moi. Tu sais, il y en a beaucoup de choix quand même sur LinkedIn ou en ligne. Oui. Fait que je me sens quand même très choyé. Ben, ça fait d'être plaisir. ici. Tu sais, mon but avec le podcast, c'est d'aller interviewer le plus de gens différents possible. Tu sais, autant physiquement, culturellement, mais dans le sens avec leur domaine respectif. Tu sais. Fait que toi, tu es dans la prospection. Oui. OK. La vente. Puis, avant de rentrer là-dedans, j'aimerais que tu me dises, en fait, tu es d'origine gaspésienne. Oui. Right? Tu habites à Québec? Oui. Fait que ça a été quoi ce cheminement-là? Côté familial, ça ressemble à quoi? As-tu des parents entrepreneuriaux? Fait que je te laisse développer là-dessus. C'est une excellente question. Assez, on touche un peu à tout. Je trouve ça super intéressant. Parfait, vas-y. Ben moi, initialement, comme tu l'as dit, moi, je suis né en Gaspésie. Okay. J'ai grandi là pendant presque toute ma jeunesse. Mais c'est vraiment en visitant la ville, je me suis dit, un moment donné, je vais m'en aller. Ouais, je comprends. Tu sais, l'été, moi, je viens vraiment de la pointe de la Gaspésie. Okay, nice. J'habite à Grande-Rivière, c'est à peu près une demi-heure de Percée. OK. Fait que l'été, magnifique, les paysages sont beaux, il y a beaucoup d'activités, tout est ouvert, c'est agréable. Puis l'hiver, quand ça arrive, ben... c'est ça. C'est un autre game, là. Fait que je trouvais que les hivers étaient un peu longs, ainsi de suite. Puis vraiment, quand même assez jeune, moi, je développais déjà des compétences entrepreneuriales. OK. J'avais déjà des petits projets ici et là. Qu'est-ce que tu faisais? En étant plus jeune, moi, une de mes premières entreprises que j'ai eues, c'était un groupe de musique. OK. Ça a l'air de rien quand on dit ça comme ça, mais c'était moi-même le manager du groupe. Fait que c'est moi qui faisais déjà ma prospection pour jouer dans dans les bars en particulier ou quoi que ce soit. OK, j'aime ça. Puis on a fait nos montages vidéo aussi, tu sais. On a tout fait, là. On parle en quelle année? On parle, j'avais 16 ans dans ce temps-là. J'avais pas l'âge de jouer de la musique dans les bars, en passant, parce que ça prend 18 ans. Oui. Fait que, tu m'as fait le commentaire quand je suis arrivé, que tu trouvais que je faisais pas mon âge. Imagine à 16 ans. Imagine à 16 ans. C'est ça. Fait qu'il fallait que je convainque les gens que j'avais 18. Mais tu sais, les gens n'étaient pas trop regardants non plus. Mais oui, fait que c'est moi qui faisais les appels, c'est moi qui organisais les pratiques, c'est moi qui s'occupais de tout ça, c'est moi qui négociais nos tarifs, ainsi de suite, du haut de mes 16 ans. C'était pas évident. C'était pas évident. C'était comme ta première, tu as commencé à faire ça, puis tu étais à l'aise à faire ces calls-là, à faire cette prospection-là. Tu n'as jamais été vécu ce stress-là? Non. Ah, ouais. Non, parce que, tu sais, moi, je me suis tout le temps dit, puis on va sûrement avoir la chance d'en parler tantôt un peu. Tu sais, moi, je me dis, quand on cherche des clients, des partenaires, des collaborateurs, quoi que ce soit, en date d'aujourd'hui, présentement, on n'a pas. OK? Fait que si on prend pas un peu d'initiative, puis qu'on n'ose pas, ben, on va être au même point. Si on fait les efforts au maximum qu'on peut faire, puis qu'on arrive quand même au même point, qu'on n'a pas de résultat, ben, on a la satisfaction d'avoir essayé, de savoir forcer, de savoir dépasser. Fait que c'est avec cette mentalité-là que je fais des appels. Parce que je me dis, on n'a pas de show, de toute façon. Fait que si j'en ai un de plus, tant mieux. Puis si j'en ai pas, ben on est au même point. Fait que c'est un peu comme ça que je vois le téléphone en général, même la prospection. Je comprends. Fait que ta mentalité face à ça. Oui. Ça a été quoi la première fois que tu as eu ta première objection? Ça a été comment de vivre ça? Ben en fait, moi, je peux parler d'une situation, puis c'était pas nécessairement en lien avec le téléphone. OK? C'est avec une autre de mes entreprises. Parce que comme je te disais, avant de commencer, moi, ScaleQuest, c'est ma 4e entreprise. Comme je te dis, un groupe de musique, j'ai eu un e-commerce aussi. On a fait justement des placements publicitaires avec du marketing d'influence à ce moment-là. Puis mon autre entreprise, c'était... puis il y en a un autre aussi qui m'échappe.
ça fait un bout, là. Puis l'autre entreprise, la dernière entreprise que j'ai eue avant d'avoir SkillQuest, on était une entreprise dédiée aux jeux vidéo. OK? Assistée par intelligence artificielle avant que ça devienne mainstream. Wow! OK? Fait que, parce que dans le fond, nous, on jouait beaucoup à Halo Infinite. Ben oui, OK? oui. Puis nous, ce qu'on a réalisé en jouant, c'est qu'on jouait souvent contre du monde vraiment trop fort avec du monde trop faible. Fait qu'on trouvait qu'il y avait un gros C'est encore le gap. cas. C'est encore le cas, for sure. Ouais. Mais écoute ça. Moi, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, hey, moi, j'étais à un rank d'être Onyx, le plus haut, évidemment. Mais j'étais pas capable de l'atteindre parce que ça marchait pas. Ça marchait vraiment pas. Fait que là, je me suis dit, comment je peux m'améliorer sans jouer avec du monde de mon niveau, contre du monde de mon niveau, ou jouer avec du monde plus fort, contre du monde plus fort. Fait que c'est là que j'ai commencé à brainstormer. Puis moi, je connaissais à ce moment-là 2 associés. Je connaissais 2 personnes avec certaines compétences aux États-Unis. OK? Fait que moi, je les ai approchés pour devenir mes associés dans ce projet-là, qui était de créer un système très, très, très précis de MMR, de niveau, pour qu'on joue avec des gens de notre niveau contre des gens de notre niveau. Puis, je te le cacherai pas, là, en une semaine, on avait 1500 utilisateurs sur notre site. Puis, on avait 60 à 70 parties qui étaient jouées direct au lancement, jusqu'à un point qu'on avait des vrais pros d'Halo qui jouaient dans notre ligue à 100%. Puis jusqu'à un point que, avant que ça crache un peu, parce qu'il y a une situation avec Halo Infinite que ça a craché, il n'y avait quasiment plus de joueurs ou quoi que ce soit, mais la majorité des joueurs étaient dans notre réseau. Oh my God. Plus dans le vrai jeu. OK. Fait que ça commençait à dégénérer un peu là-dedans. Là. Puis au fil, à mesure de notre collaboration, on a eu des accords au niveau de la vision, quoi que ça, puis j'ai décidé de me retirer de l'actionnariat. Mais, fait que c'est ça. Fait que je peux parler d'une situation. Tu m'as posé une question, tu m'as dit, c'est quand tu as vécu un refus ou un rejet ou quoi que ce soit. Mais moi, je veux juste te mettre en contexte, c'est que moi, mon travail à ce moment-là, c'était encore d'être au téléphone, trouver des nouveaux collaborateurs, des partenariats. Puis moi, j'avais approché HyperX pour devenir un de nos commanditaires principaux. Puis ce qui est arrivé, c'est que moi, j'avais fait des présentations dans le passé, mais c'était classique. On se rencontre, on jase sur le coin d'une table, d'un resto, quoi que ce soit. Mais une vraie présentation en Zoom, vraiment online, c'était jamais arrivé avant. Fait que moi, je suis arrivé dans cette rencontre-là avec HyperX, avec les preneurs de décision, là, le chef marketing, et ainsi de suite. Là. Puis, aucune préparation. Aucune préparation. Wow. Fait que je te laisse imaginer comment ça s'est passé. Ça s'est passé, ouais, exact. Oui, très mal. Okay. J'ai posé des questions vraiment off-track, ça n'avait pas rapport. Je me souviens pas exactement des questions, mais la dernière question avant qu'on se quitte, je lui ai demandé, Donna, il faudrait qu'on ait une stratégie d'exit. Une exit strategy. Ouais. Puis là, je comprends pas ta question, je comprends pas pourquoi on aborde ça. C'est vraiment un appel exploratoire pour comprendre. Fait que je l'ai mopé, j'ai posé des questions qui faisaient pas tant de sens. J'étais pas axé sur HyperX en soi, ça serait quoi leur avantage à eux de collaborer avec nous ou quoi que ce soit. Fait que ce meeting-là, je l'ai solidement échappé. Par contre, j'ai pas pu plus apprendre par la suite. C'est ça qui a forgé ma façon de faire mes appels découvertes aujourd'hui. C'est ça qui a fait toutes mes autres rencontres après. Ça a été beaucoup mieux. Ça a été beaucoup plus de succès comparativement à celle-là qui était la vraie école finalement. Mais ça, je l'ai échappé. Fait que, c'est pour ça que je te dis, là, c'est un refus, pas nécessairement au téléphone, mais c'est un refus encore plus rough parce que je voyais c'est une leçon de vie là, que tu as vécue, clairement. C'est comme, OK, genre, prochaine fois, il faut que je me prépare davantage. Là. C'est ça. C'est exactement, c'est ça que ça m'a fait réaliser que la préparation, peu importe la situation, en affaires ou dans la vie, une préparation, c'est primordial. Peu importe. Fait que, en date d'aujourd'hui, moi, quand je me présente dans une rencontre ou quoi que ce soit, toujours préparer au moins une quinzaine de minutes à l'avance pour bien comprendre mon interlocuteur, comprendre sa situation préalablement. Puis s'il faut que je fasse des recherches sur son entreprise, je vais le faire aussi. Exact. Ça, c'est la même chose qu'on fait avant de faire des appels chez SkillQuest. On fait toujours une recherche préalable, une préparation préalable, juste pour s'assurer qu'on n'est pas à côté de la traque finalement. J'aimerais qu'on fasse une petite capsule plus-value pour toi promotionnelle, pour SkillQuest. Donc, moi, pourquoi j'ai réengagé SkillQuest pour mon entreprise? En fait, nous, notre force chez SkillQuest, on est une entreprise de prospection téléphonique chaleureuse. OK? J'explique parce que à chaque fois que je dis chaleureuse, tout le monde trouve ça drôle ou quoi que ce soit. Il y a des gens qui ne comprennent pas nécessairement. C'est quoi ça? Mais ce que je dis tout le temps, c'est est-ce que tu connais le cold call? Oui. C'est tout complètement le contraire. OK. C'est le même un peu que je l'approche, que je le présente. Okay. Fait que concrètement, avec nos clients, ce qu'on fait, ça dépend. C'est toujours un peu custom. La prospection reste la même, mais on a des façons pour être inspiré confiance, et ainsi de suite, mais je vais y revenir.
Mais avec nos clients, ça dépend. C'est souvent ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre ensemble une stratégie d'acquisition. OK. On va établir une stratégie d'acquisition. En fait, c'est comment on va attirer l'attention préalablement avant de faire les appels. Ça, souvent, ça peut s'échelonner sur 1, 2, 3, 4 semaines pour vraiment nurturer un peu la relation potentielle. Je t'explique. Avec la majorité de nos clients, ce qu'on fait, c'est que première semaine, on envoie un courriel, une relance. Je précise parce que souvent, un premier courriel n'a jamais de réponse ou presque. Là. Fait qu'on fait une relance juste pour rester top of mind. La semaine d'après, là, on va utiliser une autre stratégie un peu plus audacieuse, un peu plus agressive. Un exemple, c'est que là, on peut envoyer un objet promotionnel X par la poste, une lettre manuscrite ou quoi que ce soit, juste un effort supplémentaire. Puis ça, on va faire des stratégies différentes à chaque semaine pour préétablir la relation en espérant avoir une réponse entre-temps. Si on n'a pas de réponse, c'est là qu'on va commencer à faire la prospection par la suite. Fait que notre approche, évidemment, étant donné qu'on a déjà créé des liens préalables avec le client potentiel, ben, le cold call, ça n'existe plus. Puis parce que dans le fond, c'est que quand on appelle, nous, ben, le PDG ou le directeur ou la directrice, ben, il connaît déjà un peu notre offre. Ben, notre offre ou l'offre du client. Il connaît déjà un peu qui on est. Il y a déjà une introduction. Il y a déjà une introduction de fait. Fait que ça fait toute la différence au niveau de la prospection. Puis c'est certain que quand on fait les appels, ben, on a une approche qui est très chaleureuse. T'sais, moi, je viens d'un milieu très, très, très relationnel. Comme je t'en ai parlé tantôt, moi, j'ai été paramédic pendant 5 ans. Puis en plus, j'ai collaboré avec Centraide au Bas-Saint-Laurent pendant 6 mois au niveau du développement philanthropique. C'était là vraiment que j'ai développé beaucoup plus mon côté encore plus humain. Puis au niveau du téléphone, ben, ma job, c'est d'être au téléphone aussi. Parce que ma job, c'était de développer des campagnes en entreprise. Fait que mon expertise, vraiment, elle a été peaufinée au maximum à ce moment-là. Parce que vendre de la philanthropie, c'est pas comme vendre un produit ou un service. C'est plus complexe. Puis c'est là que ça a développé ma façon d'être, de mettre vraiment toujours l'interlocuteur au centre de la discussion. C'est quoi vos enjeux? C'est quoi vos problématiques? Qu'est-ce que vous vivez actuellement? C'est quoi que ça vous apporte, vous, de vivre ces situations-là? Je suis pas mal certain que c'est négatif. Fait que je questionne beaucoup l'interlocuteur, puis jusqu'à temps que j'ai assez d'informations, puis que je suis conscient que je peux l'aider, ben là, je mets ma solution sur la table en expliquant pourquoi c'est une bonne solution face à leurs enjeux, finalement. Mais tout ça pour dire que chez ScaleQuest, on met la table avant de faire les appels, puis quand on appelle, on utilise 100% du relationnel. Il ne faut pas perdre de temps à personne. C'est une approche qui est chaleureuse, qui aspire confiance. C'est ça qui fait toute la différence, parce qu'en affaires, surtout en 2024, les gens veulent faire affaire avec des humains. Ils sont sur-sollicités par tous les moyens possibles, puis tous les moyens qui sont utilisés sont très ternes. Les courriels, c'est toujours la même chose un peu. Oui, on les utilise aussi, mais c'est juste d'entrée de jeu. Low budget, c'est pas beaucoup de commitment non plus. Fait on les utilise quand même, mais les PDG sont sur-sollicités, ou même au téléphone. Fait que si on crée une relation préalable d'une façon ou d'une autre, ça peut être par LinkedIn, ça peut être en envoyant une balle de golf, par exemple, à un PDG qu'on connaît, qu'on sait qu'il joue au golf, avec sa photo imprimée dessus, sa face imprimée dessus. La balle de golf. Ça marque. Moi, quand j'appelle le PDG, là, c'est pour ça que nous, on travaille beaucoup avec des présidents, présidentes qui sont très créatifs. Parce qu'on veut créer des solutions sur mesure pour attirer l'attention pour eux, qui font du sens avec leur marque. C'est là que ça fait toute la différence. Parce qu'envoyer un courriel, c'est assez générique. Envoyer des objets promotionnels, c'est assez générique. Mais quand on a une petite touche personnalisée... avec la personne. Exact, ça marque. Ça marque. Puis après, moi, quand je fais les appels, ben, d'entrée de jeu, je peux dire, écoutez, M. Lévesque, avez-vous reçu la balle de golf qu'on vous a envoyée? Nice. Fait que là, ça ouvre la discussion. Okay. On peut discuter. OK, gars, d'habitude, on m'envoie pas de cadeau comme ça. C'est audacieux. Dites-moi, je vous donne 30 secondes. Dites-moi qu'est-ce que vous faites. Mais écoutez-moi, M. Lévesque, est-ce que vous vivez telle situation ou telle situation dans votre entreprise? Si c'est le cas, c'est certain qu'on peut vous donner un coup de main. Nice. Pas plus longtemps que ça, un appel. Ça devrait pas être plus que 2 minutes. Ça dépend des situations. Ça devrait être pas plus que 2 minutes. Pour parler plus, là, on va se booker une rencontre ou du temps vraiment dédié. Fait que là, tu viens juste comme essayer de voir la température de l'eau avec la personne, c'est est ouverte à justement développer une relation. Exact. C'est pour préqualifier, finalement. Parfait. Préqualifier vraiment, pour voir s'il y a un réel intérêt, voir s'il y a un réel besoin. Est-ce que tu as beaucoup... Il y a souvent comme un dicton qui dit genre, faut que tu ailles comme 90 non pour avoir un oui. Oui. C'est le cas ou ce n'est pas selon ta stratégie? Selon ma stratégie, ça ne s'applique pas. Okay. Avant de faire ce switch-là, chez ScaleQuest, nous, on faisait du 100% du cold call. Parfait. Le classique, au volume. C'est ça. Okay? On avait un taux de réussite, même avec en étant très chaleureux, professionnel, familier. On avait un taux de réussite de 0 à 10% de rendez-vous. De rendez-vous. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Close, Mais ce qui est arrivé, c'est que j'ai collaboré avec beaucoup de gens créatifs, que eux, on avait eu énormément de succès avec eux. Okay. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont, eux, ces personnes-là, en commun, que nos autres clients en cold call n'ont pas? C'est là que j'ai réalisé. Il y avait déjà une notoriété d'établi.
Il y avait déjà un webinaire de fait. Il y avait déjà des efforts de développement qui étaient mis en place ou qu'il y avait un volet créatif qui était déjà mis en place. C'est le genre de client que tu veux faire affaire. Exactement. Je comprends. Fait que là, ce qu'on a fait, on a tout retiré un peu leur essence, qu'est-ce qu'ils avaient fait, puis comment ils faisaient. Puis là, on instaure ça dans les entreprises avec lesquelles on collabore. Pour faire justement, pour s'assurer d'avoir un meilleur rendement, d'avoir un meilleur taux de succès finalement. Faire suite à ça, selon toi, évidemment, personne ne veut se faire vendre. Donc, selon toi, c'est quoi l'erreur numéro 1 que les vendeurs font en 2024? Ah, c'est une bonne question. Mais je vais juste faire une petite parenthèse. Personne ne veut se faire vendre, mais tout le monde veut acheter. Oh! C'est bizarrement dit, là. Oui, mais c'est intéressant. Okay. Mais c'est la réalité. T'sais. On reçoit des téléphones. Ah non, on raccroche. Après ça, on s'en va au centre d'achat. Mais on a besoin du produit et on l'achète pareil. Ouais, ben c'est ça. Dans le pire des cas, si on a besoin, on va l'acheter. Rappelle-moi, c'était quoi la question? L'erreur numéro 1 que les vendeurs font en 2024. Ça dépend. Est-ce qu'on parle vraiment téléphone ou... Ouais, je dirais leur stratégie de prospection. Okay, précisément par rapport à ça. Parfait. C'est certain que je peux parler vraiment de la prospection parce que j'en ai vu des drôles de situations puis j'en entends encore des drôles de situations. Essayer de vendre 100% au téléphone, ça marche pas. Ça prend au moins une séquence une séquence en 2 temps. On met la table préalablement au téléphone. On fait une rencontre dédiée à ça quand que le président ou le directeur va être disponible. T'sais, moi, essayer de faire un pitch de 20-30 minutes à un PDG au téléphone, quand j'ai de la misère à avoir 30 secondes, 1 minute, c'est sûr que ça ne marchera pas. Non. Je vais me faire accrocher. Ça, c'est une erreur qui est majeure aussi. Une autre erreur aussi, c'est aussitôt que la personne répond, vomir un pitch de vente. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur parce que c'est pas ça de la vente. C'est de la vraie vente. Puis je sais que je me mets tout le temps du monde à dos quand j'embarque sur ce sujet-là. Parce que, nous, chez ScaleQuest, puis on s'en est parlé avant, c'est une de nos missions chez ScaleQuest, puis c'est une de mes missions personnelles. Nous, c'est mettre à terre les mauvais vendeurs. Ben oui. Les vendeurs sous pression, qui sont pas humains, qui sont juste là pour la transaction, pas pour la relation. Ben nous, on va les mettre à terre, ces vendeurs-là. Puis eux, c'est des gens qui vont mettre de la pression, qui vont utiliser la peur pour convaincre avec des stratégies peu éthiques. 100%. Fait que nous, on n'embarque pas là-dedans. Fait que vraiment, faire un pitch comme ça n'a pas de sens. Pas comprendre. Les scripts de vente, là, que tu dis au téléphone, vraiment. Oui. Parce qu'on se fait vendre, justement. On va prendre l'exemple du film Le Loup de Wall Street. Oui. Right? Fait qu'il fait son close en 5 minutes, puis il a vendu son penny stock. Ouais. C'est comme... OK, c'est ça la vente? Right? Surtout les jeunes qui commencent, mettons, puis qui commencent dans cette carrière-là, puis qui vont écouter ce genre de film-là. Ou même, on peut voir les gens qui vendent des formations aussi, qui disent un peu, voici le script que tu dois faire, la manière. Puis il faut que tu t'assures de signer le client, qu'il fasse le paiement pendant le meeting, tu sais. Ouais. Fait que tout ça, puis on a dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Ben, selon toi, tu sais, c'est pas vrai, finalement. C'est comme... Ben, c'est parce que ça fonctionnait dans les années 80. Je comprends. Tu sais, vraiment. Mettons, dans le contexte actuel, les gens sont tellement plus informés aussi. Là, absolument. Là. Absolument. Ouais. Les gens sont informés, mais c'est pas juste ça, c'est que plus personne ne veut prendre des décisions rapides. Ils veulent faire des recherches avant aussi. Right. Avant, là, les vendeurs avaient le gros bout du bâton parce qu'ils avaient toutes les informations. Puis ces vendeurs-là, ils se cachaient pas pour mentir. Pour faire des fausses promesses aussi. Ouais. Tu sais, le Loup de Wall Street, c'était un excellent exemple. Tu sais, Jordan Belfort, c'est un excellent vendeur. Un excellent vendeur. Puis aujourd'hui, heureusement, il a switché un peu qui est. Ouais. Puis heureusement, mais c'est sûr qu'à ce moment-là, c'était un vrai requin. For sure. Tu sais, vraiment. Fait il abusait, il mentait. Ah ouais. Complètement illégal. Ouais. Complètement illégal. Puis on l'a vu dans le film. Ben oui. Il n'y a pas juste ça d'illégal qu'il faisait. Non, c'est ça. Ça venait avec la personnalité. Ouais, ça venait avec la personnalité, absolument. Fait que moi, c'est certain qu'aujourd'hui, si quelqu'un veut se lancer en prospection, soit pour avoir une entreprise ou pour faire sa propre prospection, en 2 temps minimum. Okay. On fait un premier appel, découverte, même pas découverte, vraiment voir un peu les enjeux, les besoins du client pour bien comprendre sa situation. Parce que de la vente, c'est de l'aide. De la vente, c'est juste de l'aide. On veut aider quelqu'un. On veut lui apporter une solution sur mesure à ses besoins. C'est ça qui fait toute la différence. Puis c'est là que c'est là où sont les vrais vendeurs. Les vendeurs éthiques, authentiques, sont là. Fait qu'on appelle, on questionne un peu. Vivez-vous telle situation? Avez-vous tel enjeu dans votre entreprise? Oui. Ben nous, on peut vous donner un coup de main. Écoutez, moi, je vous propose la semaine prochaine qu'on se prend du temps ensemble, vraiment dédié à ça, 15-30 minutes, à votre guise. That's it. Puis c'est là vraiment, dans ces 15-30 minutes-là, là, on va faire un pitch. Peut-être. Ça va dépendre de la situation. Mais au moins, on va encore plus questionner en profondeur pour bien comprendre ces enjeux précisément. Ben, ça se peut que finalement, après cette rencontre-là, qu'on n'ait pas la bonne personne pour l'aider. Moi, ce que je vois trop souvent aussi, c'est des gens qui pensent à l'argent tout le temps.
sais, quelqu'un arrive avec une situation, une problématique, quoi que ce soit. Puis là, le vendeur ou le président, il sait que c'est pas peut-être dans sa zone de génie, mais il va le prendre quand même. Puis il va un peu mopper la job. Tu sais, juste pour l'argent. C'est normal, il faut vivre. Mais ça va venir avec une réputation assez ordinaire. Le bouche-à-oreille va être négatif. Ça va nuire à sa marque personnelle. Ça va nuire à sa marque d'entreprise finalement. Puis ça va le nuire dans le courant de sa carrière au complet. Tu sais, moi, c'est arrivé dans des meetings que j'ai réalisé qu'on n'était pas un bon fit. Tu sais, moi, je cherche des valeurs sur un collaborateur parce que je vise toujours la longue durée. Tu sais, ça arrive qu'on fait des mandats un peu plus courts ou quoi que ce soit, des besoins spécifiques, mais on vise la longue durée. Puis c'est arrivé dans le passé qu'on n'était pas un bon fit pour X raisons. Puis je lui ai dit, ou c'est arrivé que je me suis fait approcher par des planificateurs financiers ou des gens en assurance en B2C. Nous, on est niché en B2B. On peut le faire parce que notre expertise est quand même au niveau de la prospection téléphonique chaleureuse. Mais c'est pas ce qu'on fait. Oui, parce que tu peux dire, c'est comme tu disais, tu pourrais dire, moi, je veux prendre le plus d'entrée d'argent possible. Même si je suis plus expérimenté en B2B, je vais le prendre pareil, le contrat. Mais toi, tu dis, non, je préfère refuser puis me concentrer sur ma niche. Absolument, absolument. Pour plusieurs raisons, mais tu sais, je fais une autre parenthèse. Moi, comme je te dis, c'est arrivé qu'on m'a approché pour un mandat de prospection. X avec un peu de custom à travers de tout ça. C'est quelque chose que je savais qu'on pouvait faire, mais je ne l'ai pas pris quand même. Ça ne me dérange pas. Je ne l'ai pas pris parce que ça ne répond pas à notre mission précise. C'est pas ce qu'on fait précisément. Puis moi, prendre des mandats pour prendre des mandats, c'est pas ce que je fais. Non. C'est pas ce que je fais. Fait que, Question pour toi. Quel genre d'entreprise de B2B que tu fais affaire avec? Ben, initialement, c'est quoi tes critères, disons? Oui, parfait. Initialement, nous, on était nichés 100% en technologie. OK. Juste de tech. Wow. Fait que tout ce qui est logiciel, que ce soit en SaaS, en white label ou quoi que ce soit, on était vraiment niché en tech ou en solutions, en services conseil informatique, ainsi de suite. OK. Fait qu'on s'était niché là-dedans. Puis avec le bouche-à-oreille, on a eu des clients ailleurs. Puis c'est là qu'on a fait le switch parce qu'on a réalisé que c'est pas nécessairement une industrie en particulier qu'on recherche, mais c'est certaines caractéristiques chez nos collaborateurs qu'on recherche. Okay. Fait qu'il faut que ça soit quelqu'un qui est moindrement disponible aussi. Puis souvent, là, les grandes lignes, je te dirais, là, c'est les entreprises de 1 à 10 employés. Parfait. Que le sweet spot, c'est 5 et moins. Parfait. Mais on est capable d'aller jusqu'à 10 et moins. Okay. Qui manquent soit de ressources, de temps pour faire leur prospection, ou qui sont dépendants à 100% du bouche-à-oreille. Okay? Du bouche-à-oreille, c'est bien. Le volet plus désagréable du bouche-à-oreille, c'est qu'on n'a aucun contrôle là-dessus. Puis on ne sait pas c'est quand que le prochain client ou le prochain contrat va arriver. C'est pour ça que je dis toujours à nos clients, c'est parfait que vous êtes en bouche-à-oreille parce que vous avez tout développé votre expertise, votre notoriété à ça. Mais il faut quand même faire des efforts à côté. Juste au cas où. Juste au cas où. Fait que là, c'est pour ça qu'on va mettre ensemble une stratégie de prospection téléphonique. Je te pose ces questions-là. Puis juste niveau comme quand tu charges à tes clients, finalement, comment tu fonctionnes? Stratégie monétisable? Nous, on fonctionne avec un tarif fixe. Okay. On ne fait pas de garantie. Excuse-moi. On ne donne pas de garantie. Par contre, la seule garantie que je donne à tous nos clients, c'est je vais tout faire à 100% pour m'assurer d'avoir des résultats. Puis même que pendant les campagnes, souvent, on va mettre des campagnes en arrêt, on va faire des modifications, on va changer la stratégie, on fait tout ce qu'on peut pour s'assurer d'avoir des résultats. On fait vraiment tout. Fait que c'est vraiment la seule garantie que je peux donner. Puis la raison qu'on fonctionne par tarif fixe, c'est que trop souvent, il y a des entreprises en prospection qui fonctionnent aux résultats. OK? Puis beaucoup de nos clients viennent de ces firmes-là. OK? Parce qu'ils promettent des résultats. Tu ne payes pas tant aussi longtemps que tu n'as pas de résultats. On va dire, ils vont te garantir 2-3 rendez-vous. OK? Qualifiés. Très qualifiés. Je comprends. Pendant ce temps-là, tu ne payes pas jusqu'à temps que tu commences à avoir des meetings. Le problème, c'est que tous les meetings ne sont pas qualifiés. Right. Vraiment pas qualifiés. C'est eux, leur but, c'est d'avoir des meetings le plus rapidement possible. Ouais, pour être payé. Exact, pour être payé. Fait qu'ils botchent tout. Ils botchent vraiment tout. Je sais, à chaque fois, je parle de ce sujet-là, je me mets d'autres mondes à dos aussi. Non, mais c'est la réalité. Ouais. Puis je trouve ça plate. Je trouve ça plate qu'il y a d'autres entrepreneurs, d'autres entreprises qui se font avoir un peu avec les garanties, en pensant que c'est un bon deal. Mais ce n'est pas. Tandis que nous, on ne donne pas de garantie. Parce que moi, je ne veux pas que mes vendeurs non plus, ils forcent des ventes. Comme je te disais tantôt. C'est ça. Je ne veux pas qu'ils forcent des ventes. Puis notre grand avantage aussi, c'est que toute notre main-d'œuvre est 100% québécoise. En vente, c'est un gros enjeu. L'accent, c'est un gros enjeu en vente. Aussitôt qu'on entend un accent au téléphone, on sait que c'est un vendeur. Puis des fois, c'est pas le cas, mais c'est l'impression qu'on a. Wow. Il y a un langage
de vendeur. C'est malheureux, là. C'est vraiment malheureux, mais c'est la réalité. Ça, les PDG sont habitués. Aussitôt qu'ils entendent un accent qui n'est pas familier, ils savent, là. Ils vont raccrocher. Exact. C'est pour ça que nous, on a une approche amicale, professionnelle, en vous voyant toujours, mais on bypasse un peu les réflexes naturels grâce à ça. Grâce à ça, puis tu sais, je fais une autre parenthèse, on a beaucoup d'entreprises qui collaborent avec nous qui viennent de firmes que eux, ils font du cheap labor. Ils embauchent à l'international, puis que leur employé ne coûte rien. Fait que c'est encore plus facile de donner des garanties à ce cas-là. Tes employés ne coûtent rien. Mais ça vient avec la qualité d'appel aussi. Tu sais, j'ai rencontré quelqu'un hier au Salaire Connexion, il m'avait dit ça. Il m'avait dit, quand tu payes des peanuts pour un service, tu te ramasses avec des singes. Tu reçois avec des quoi? Avec des singes. C'est ce qu'il m'a dit. Je ne sais pas la tienne, c'était laquelle? Tu reçois des peanuts aussi. Oui, ben... Tu payes, tu reçois ce que tu payes, en fait. Absolument. Fait que c'est intéressant parce que pour mon agence, l'agence créative, comme j'ai déjà fait le test d'aller chercher des vendeurs que mettons, ils sont payés sur le deal qui est closé. OK. J'ai jamais eu des résultats avec ça. Ah ouais. C'est triste, là. Fait que ça, justement, de demander un tarif fixe, ben, ça remet, c'est comme, OK, ben, cette personne-là est sérieuse, elle est confiante dans ce qu'elle offre, puis voilà, tu sais, il y a une plus-value par rapport à ça. Ouais. Il y a une plus-value, puis la raison aussi qu'on demande un tarif fixe, c'est que avant qu'on fasse la prospection, il y a beaucoup de mise en place aussi. Tu sais, ça peut être sur 1 ou 3 semaines avant de faire la prospection, puis ça peut aller jusqu'à 4 semaines, tout dépendant des efforts de si c'est une multinationale qu'on veut approcher ou quoi que ce soit. Fait que ces efforts-là, moi, ça me tente pas de courir après toi. Tu sais, fait que quand t'as déjà investi avant, mais je sais que les efforts vont être là. Tu as plus de chance à justement te demander toutes les pièces que tu as besoin. Absolument. Support visuel, Absolument. C'est pour voir un peu du réel intérêt puis du sérieux de la personne. De la personne, exactement. Ce serait de voir parce qu'il y aurait peut-être un intérêt pour moi si jamais c'est un bon fit. Puis niveau tarif, là, on pourrait avoir une discussion par rapport à ça. Parce que moi, je veux développer le service que j'offre qui est de la production de podcasts. Oui. Puis aller approcher des entreprises justement qui sont prêtes à payer ce genre de service-là. Fait que, c'est intéressant. C'est certain qu'on peut te donner un coup de main. OK, that's it. On jasera de ça. On se fera un autre meeting. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment cool. Tu vois, c'est le fun de se rencontrer. Fait que le terme warm call, excuse-moi. Oui. On a parlé du cold call, warm call. Fait que est-ce que, comment je pourrais dire ça? Comment tu adaptes justement disons que tu es un vendeur qui est habitué à toujours faire du cold call. Comment tu fais ta transition vers le warm call? Parce que je dirais que c'est peut-être le futur de la prospection, de la manière. Okay. C'est 100% le futur. Right? Parce qu'on a dit tantôt que les vendeurs ont un certain langage. Comment on fait pour changer un peu notre mindset par rapport à ça? Bien, au niveau du langage, c'est tel que tel, puis on va pouvoir en parler. La grosse différence, là, puis je vais se faire un peu le comparatif entre les deux. Le cold call, c'est contacter des gens à la chaîne qu'on n'a pas préétabli de relation avec eux. C'est ça. Fait qu'on appelle des gens qui ne nous connaissent pas notre entreprise, puis ils ne savent pas qu'est-ce qu'on fait. OK? Puis le warm call, c'est appeler quelqu'un qu'on a déjà eu certaines interactions avec d'une façon ou d'une autre, que ce soit en réel, en physique, là, en conférence, quoi que ce soit, ou c'est quelqu'un qui nous suit déjà sur les réseaux, qui sait un peu qu'est-ce qu'on fait, qui on est. OK? Fait que cet appel-là, évidemment, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, parce que la relation est déjà préétablie. OK? Puis le taux de succès des réponses, des rendez-vous, là, c'est exponentiel comparativement au cold call. Souvent, les entreprises en cold call, eux, ils vont se concentrer sur le volume. Okay? C'est correct aussi parce que c'est logique, c'est mathématique même. À un certain volume, ça apporte des résultats. Mais l'affaire, c'est que nous, on va apporter autant de résultats, sinon plus, de meilleure qualité. On bâtit des relations d'affaires pour nos clients avant, en moins de temps. En moins de temps. Exact. Parce que la personne qui va faire 100 appels dans la journée en cold call, ben nous, on va peut-être en faire 10, 20, puis avoir les mêmes résultats que la personne. 100%. Puis, ça dépend du genre de produit ou de service que tu vends. Comme moi, ce qui est le plus rentable, c'est des ententes mensuelles qui sont répétitives. Donc, des one-off, on veut pas ça parce qu'on veut créer une relation à long terme avec le client puis développer un projet long terme. C'est ça, en marketing, c'est la constance puis mettre du contenu out there le plus longtemps possible puis le plus de quantité possible, de la bonne qualité. Absolument. Fait que, à la base, c'est pour vrai, oui. Puis ça s'adapte bien pour des industries, mais de penser comme, justement, faire de plus de quantité, comme tu disais, c'est des mathématiques, que oui, tu vas pouvoir signer ton client rapidement, mais, je veux dire, pourquoi lui resterait long terme si t'as pas de... Fait que je comprends ton point. Vraiment. En même temps, ça se peut qu'après aussi le cold call, que la personne va établir une relation quand même.
Ben oui, mais c'est ça. Tu peux faire ça. Hein? Mais le service après-vente, tu veux en parler un petit peu, l'importance de ça, faire les suivis avec les clients? Ah oui, le service client, pour vrai, le service client, c'est une chose. Tu sais, nous, quand on faisait du cold call, vraiment pur cold call, là, il y a eu des campagnes qu'on n'a pas eu de résultats où on a eu un gros meeting. Okay. Puis un gros meeting parce que ça m'a surpris autant que ma cliente là, quand on a eu ce meeting-là. Puis tu sais, je vais t'expliquer la situation. C'est que moi, j'appelle quelqu'un. Puis ça fait partie un peu des anecdotes là, que je voulais te parler tantôt, mais je fais un peu d'avance. C'est que nous, on avait une liste achetée sur Zoom Info, je me corrige pas, fournie par notre cliente. Puis quand j'ai fait l'appel, j'ai demandé à... J'utilise toujours M. Lévesque là, comme PDG. Pour moi, c'est tous les PDG, c'est des M. Lévesque. Puis en passant, M. Lévesque, c'est un monsieur qui m'a déjà ramassé au téléphone. C'est pour ça que je me sers de ce nom-là. Nice. Mais on en parlera aussi. Mais tout ça pour dire que quand j'ai appelé, je dis bonjour, j'aimerais parler. Non, je parlais. Je dis bonjour, j'aimerais parler avec M. Lévesque. Puis là, M. Lévesque, il dit c'est moi. OK, ben, êtes-vous toujours chez telle entreprise? Là, il me dit non, ça fait 8 ans que je suis retraité. Oh! Sur une liste, là. Fait que là, nous, ce qu'on a fait, ben moi, ce que j'ai fait, j'ai questionné, ben écoutez, M. Lévesque, qui je pourrais appeler chez vous? Qui a pris votre place? M. Lévesque m'a donné 3 noms des preneurs de décision, là, OK? Pour une grosse industrie, là. Ah ouais. Écoute bien ça. Fait que là, moi, M. Lévesque, je l'avais au téléphone, on a une bonne relation, tu sais, on jasait parce que je suis quand même sympathique, tu sais, je sais que tu peux le ressentir. Ben oui, 100%. Mais au téléphone, c'est presque pareil, tu sais, j'ai une voix plus posée, plus calme, évidemment, pour inspirer confiance plus rapidement, mais je suis sympathique aussi parce que j'aime ça jaser, je te l'ai dit tantôt, mais de toute façon, ça paraît, là, tu sais. T'es authentique. Absolument, mais j'essaye, tu sais. Fait que, quand il m'a donné les 3 noms, je dis, écoutez, M. Lévesque, seriez-vous d'accord si on envoie un courriel à ces 3 personnes-là, puis qu'on vous cite dans l'objet du courriel? Ouais. Il m'a dit oui. On a eu le meeting à cause de ça. C'est grâce à ça. Grâce à ça. 100% grâce à ça. Fait que moi, aussitôt que j'ai raccroché, j'ai appelé ma cliente. J'ai dit, hey, là, faut que tu vois ton ordi là, puis tu fasses. T'envoies le courriel live. T'envoies le courriel, puis voici, je vais t'envoyer par courriel, moi, ce que je ferais à ta place. Ouais, c'est ça. Puis finalement, on a eu le meeting. Dans la même semaine, on n'a pas eu de réponse, mais on a eu un retour la semaine d'après. Puis on a eu un meeting. Insane. Grosse industrie, là. Gros joueur là, dans le milieu là, de ma cliente. Ça, c'est-tu de l'anecdote précisément avec M. Lévesque ou c'est un autre? Non. Parle-moi du vrai M. Lévesque. Qu'est-ce qui s'est passé? Initialement, quand je faisais du cold call, ben moi, j'avais... Comment je pourrais dire ça? Tu sais, je suis très humain, tu l'as vu aussi. Puis moi, je me suis dit, si j'appelle tout le monde par leur prénom... Ça va être humain. Oui, une certaine proximité, une certaine familiarité. Puis M. Lévesque... Okay, je n'aimerais pas dans quelle industrie ni son entreprise. Mais quand j'ai appelé, j'ai dit, on va dire que son nom, c'est Lévesque finalement, parce que je l'ai tutoyé. Tu pensais que c'était son prénom? Non, du tout. Je l'ai appelé par son prénom, M. Lévesque. Je comprends. Okay? Fait qu'on va dire que son nom, c'est Luc. Okay? Pour l'exemple, on va dire que son nom, c'est Luc. Oui. Je dis, oui, bonjour, Luc, c'est Tommy. Aussitôt que j'ai dit ça, il m'a coupé. Il m'a coupé la parole automatique, puis il m'a dit, écoute, là, mon nom, il dit, moi, je suis le PDG, j'ai les cheveux gris, puis mon nom, c'est Monsieur Lévesque. Oh! Ben là, déjà, là, ton corps est fini. Ouais, il était fini. Tu disais comme, bon, ben, bye. Ouais. C'est allé assez rapidement, là. Mais oui. Parce qu'on a tendance, surtout, tu sais, Québécois, à tutoyer un peu tout le monde. Oui. Notre génération aussi, je veux dire, on est plus ouvert à ça. Mais là, toi, t'étais confronté avec peut-être quel âge, 50, 60 ans? Ouais, je dirais une cinquantaine d'années. Fait qu'ils s'attendent à une forme de vouvoiement, surtout dans une hiérarchie de un haut niveau. Là. Donc, wow, ça doit être ouf. Ben, aussitôt que Comment t'as reçu ça? Aussitôt que je suis sorti de là, je l'ai pas mal pris parce que ça fait partie de la game en prospection. Oui. Tu sais, là, il était quand même très respectueux. Tu sais, ça m'a surpris parce que je m'attendais pas à ça. Mais il était très respectueux. Okay. Mais il y a eu des situations, tu sais, de me faire littéralement envoyer chier au téléphone ou me faire littéralement manquer de respect ou quoi que ce soit. J'en ai vu des plus rough. Fait que, mais ça m'a quand même surpris parce que je m'attendais pas à ça. Parce que ça faisait un certain temps que je faisais de la prospection de cette manière-là. Puis j'avais des rendez-vous, on signait des contrats avec nos clients ou quoi que ce soit, c'était pas un enjeu. Je trouvais pas que c'était un enjeu. Jusqu'à temps que le vrai M. Lévesque me ramasse. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout changé mes scripts. Là, on appelle tout le monde monsieur, madame, puis on vous voit tout le monde. Peu importe. Peu importe. Okay. Sauf s'il y a certaines exceptions. OK, je comprends. Puis nous, notre force aussi en prospection, c'est vraiment, on crée des relations. C'est vraiment vrai. Autant avec les personnes qu'on parle, tu sais, les PDG ou quoi que ce soit, mais on crée des relations aussi au niveau du secrétariat. OK? Fait qu'au niveau du ou de la secrétaire, moi, aussitôt que la secrétaire me répond, puis elle me nomme son nom, dans mon CRM, il est écrit. Fait que si j'ai le temps, je vais poser des questions. Ce sera pas là, M. Lévesque est en meeting, 5 minutes d'attente, mais écoutez, est-ce qu'on peut discuter un petit 5 minutes, pour bien comprendre votre situation, quoi que ce soit. Fait que je prends des informations sur le secrétaire, si je sais qu'elle a des chiens ou quoi que ce soit. Puis moi, si je rappelle,
Ben, elle va me transférer direct. Ça, je le sais. Ou sinon, je vais appeler. Bonjour Mireille, oui, c'est encore Tommy. J'ai appelé la semaine passée. Et puis, dites-moi, comment vont vos chiens? On s'est parlé de ça la semaine passée. On crée des liens. Puis, ce qui est intéressant, c'est que la deuxième fois que je rappelle, on me switch direct au PDG. Je comprends. Direct. Est-ce que tu as été confronté à être bloqué à l'entrée directement par la secrétaire? Ah oui, absolument. Le secrétaire, la personne qui. Ouais. La première personne qui rentre en contact avec toi. Là. Initialement, je n'avais pas la même approche au niveau du secrétariat. Mon but, c'était de les bypass le plus rapidement possible. OK? Fait que je t'explique la situation. C'est que j'arrive au secrétariat, puis je demande de me faire transférer, de transférer à M. Lévesque. Ouais. Puis elle me dit ben, ça va dépendre de la raison. Puis probablement que je peux t'aider. OK? Fait que là, j'y pose une question. Ça pourrait peut-être vous aider ou quoi que ce soit dans ce volet-là. Puis là, elle me dit non, ça ne nous intéresse pas. Fait que là, ça ne nous intéresse pas. Directement, je dis dites-moi. Là, je pose une question extrêmement technique que je sais qu'elle ne pourra pas répondre. OK? C'est quoi, par exemple, votre taux de conversion sur votre e-commerce ou quelque chose comme ça, que chez moi, je sais les réponses, mais que je sais qu'elle ne sait pas. Puis ça, c'est une question assez basique, là. Mais je ne me rappelle pas du contrat et du mandat qu'on avait. Mais à ce moment-là, c'est une question qui était très, très, très technique au niveau de la chaîne d'approvisionnement. OK? Puis elle m'a dit j'ai aucune idée. Et je dis c'est exactement ça, madame. Pourquoi il faut que je parle à M. Lévesque? Elle m'a quand même pas. Non? Elle m'a raccroché la ligne au nez. Ah, OK. Oui. je l'ai pas eu, M. Lévesque, finalement. Mais tout ça pour dire que, tu sais, elle savait pas qu'est-ce qu'on faisait. J'ai expliqué pour voir ses enjeux. Parce que la façon qu'on fonctionne, on essaie de comprendre les enjeux avant d'essayer de vendre quelque chose. T'sais. Puis elle m'a bloqué automatiquement. Sinon, c'est arrivé aussi dans le passé. J'appelais... je ne vais pas nommer l'entreprise, là. Mais j'appelais pour parler justement avec le président. Puis c'était dans le cadre de quand je travaillais chez Centraide. Okay, je faisais de la prospection téléphonique aussi. Right. Puis là, moi, j'essayais de parler avec le président pour avoir un don majeur pour la campagne. Fait que là, la personne, elle me dit ouais, pour quelle raison t'appelles? Fait que là, j'explique la situation. Elle dit ben non, je pourrais pas te le passer. Je dis ben écoute, dites-moi, avez-vous déjà fait une campagne avec Centraide? J'ai pas besoin de te répondre à ça. Puis toutes les questions que je posais, là, c'est comme si j'étais le FBI. Là. Je posais des questions comme si j'étais le FBI ou le fisc. Là. Pour vrai, là, c'était n'importe quoi. Là. Puis, et puis t'allais demander un don. Là, j'allais demander un don. Là. J'allais juste demander un don pour les communautés vulnérables. Fait que là, je pose d'autres questions, j'essaie de la bypass, je pose plein de questions, puis tout. Rien. Ça marche toujours pas. bloqué. Puis plus que ça allait, moins qu'elle était sympathique, la madame. C'est que j'ai coupé ce cours quand même. Là. Mais ça m'a surpris. Vraiment surpris. C'est rough. Tu sais, parce que t'appelles quelqu'un et tu dis bonjour, j'appelle de chez Centraide. T'es déjà là. Non, 100%. 100%. Fait que, ça arrivé qu'on s'est bloqué. Puis sinon, des classiques, tu sais, des fois. Mais moi, les secrétaires, je les adore. Je les adore parce que des fois, j'ai même pas besoin de parler avec le président. Tu sais, vivez-vous tel enjeu dans l'entreprise chez vous ou quoi que ce soit? Puis elle me dit, ça pourrait être intéressant. Ou non, vraiment, on fait déjà affaire avec une autre entreprise. C'est nos alliés. C'est vraiment nos alliés. Je sais pas pourquoi les gens, ils crachent un peu dessus. Nous, on les adore. On les adore parce que, tu sais, tant qu'à déranger le PDG, si je sais que vous n'avez pas besoin, c'est correct aussi. C'est correct aussi. Très intéressant. J'aimerais qu'on revienne un petit peu dans le passé, au niveau de ton environnement familial. Tes parents, ils font quoi? Ils faisaient quoi? C'est vrai, c'est une bonne question que tu m'as posée tantôt, puis j'ai pas. Ça va faire un lien avec le sujet du mindset aussi par la suite. Oui. Mais, tu sais, ça ressemble à quoi? T'as-tu des frères, t'as-tu des sœurs? Non, enfant unique. OK, c'est intéressant. Mais maman, papa, c'est qui? Ben, en fait, moi, mon père, il a toujours travaillé dans une usine de poissons en Gaspésie. Okay. Toute sa vie au grand complet. Okay? Fait que mon père, pas besoin de te le dire, il était pas présent beaucoup dans ma jeunesse. Je le voyais de temps en temps le soir ou quoi que ce soit, mais mon père était tout le temps brûlé. Puis, en train de... Ouais, je comprends. Décompressé du travail. Il faisait du 70-80 heures par semaine. Puis c'est ce qu'il continue de faire aujourd'hui encore. Ah là, oui, OK. À presque 60 ans. Puis même encore aujourd'hui, c'est difficile d'avoir du temps avec. Ça faisait 1 an qu'on était à Québec, puis on l'a vu il y a 1 mois, pour la première fois qu'il est venu nous voir. Fait que c'est compliqué. Puis des moments qu'on avait des choses de prévues avec mon père, souvent ce qui arrivait, c'est que on se préparait pour aller sortir ou aller dîner ou quoi que ce soit, le téléphone sonnait. Faut que j'aille travailler. Ça en allait. Fait que il nous a presque tout le temps mis de côté, mais... Sa priorité, c'était le travail. Mais moi, ça m'a fait réaliser, puis je fais une parenthèse encore, puis tu m'en remettras droite par la suite. Là. C'est super intéressant, oui. Mais moi, ça m'a fait réaliser, puis j'ai fait un contenu sur LinkedIn en fonction de ça, en lien avec ça. C'est que moi, ça m'a fait réaliser, moi, je l'ai vu, mon père aller, toute ma jeunesse, puis je le vois encore aujourd'hui. Puis c'est une des motivations aussi qui m'a fait décider d'être entrepreneur. Tu sais, je me suis dit,
visiblement, mon père n'a pas de contrôle nécessairement sur sa vie. Du moins, il met ses priorités d'une certaine manière. Puis moi, je veux pas vivre sa vie. Mais son travail a un certain contrôle sur sa vie. Exactement, c'est son contrôle. C'est ça, c'est le travail qui le contrôle finalement. Je l'ai vu perdre sa liberté à 100% presque, mon père, en échange d'un salaire. Est-ce que c'était par passion qu'il faisait ça ou c'était vraiment par nécessité? Par nécessité, je crois. Je comprends. OK. Pas mal certain que c'était par nécessité parce que je crois pas qu'il est si passionné par ce qu'il fait. Si t'es pas entrepreneur, tu peux l'être, mais c'est plutôt rare. Ouais. Je comprends. OK. Mais c'est ça. Fait que lui, c'est vraiment ce qui m'a... Mm-hmm. C'était une motivation supplémentaire de me dire aussi, moi, je veux être libre. Je veux vivre une liberté, puis je veux pas être enchaîné dans une entreprise ou un patron. Okay. Ou quoi que ce soit. T'sais. Puis ta mère? Puis ma mère, c'est là que le volet plus entrepreneurial arrive. Parfait. Mais je te dis ça aussi, mais tu sais, mon père, lui, il est vraiment gestionnaire d'un entrepôt en lien avec cette entreprise. Je comprends. Il gère des ressources humaines, il fait beaucoup de production aussi. Fait que, tu sais, il y a quand même un volet entrepreneurial, tu sais, il aime ça prendre des risques. Plus management, là, je dirais. Il est plus management aussi. Ouais. Il y a quand même un bon volet, tu sais, vraiment entrepreneurial, mais il n'a jamais osé. Il n'a jamais osé. Je comprends. Tandis que ma mère, elle... je me souviens pas exactement, mais ma mère est devenue coiffeuse, travailleur autonome jusqu'à un certain point dans sa vie. Mais ma mère, elle s'est toujours qualifiée de coiffeuse. Jamais d'entrepreneur. Elle s'est jamais vue comme un entrepreneur. Fait que moi, ben, je pouvais pas savoir que c'était possible de se créer sa propre job, même si elle l'a fait. Parce qu'elle disait tout le temps, moi je suis coiffeuse. Elle dit pas, je suis entrepreneur. Elle faisait sa comptabilité, elle était à son compte. Parce que les gens ils disent, coiffeuse, donc tu travailles dans un salon de coiffeur. Non, je suis coiffeuse à mon compte. Exactement. Fait que c'est une entrepreneur. C'est une entrepreneur. Fait que là, aujourd'hui, c'est dommage parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de connaissances en lien avec le milieu. Puis je le sais que, parce qu'actuellement, présentement, elle n'en fait plus de coiffure. Non, c'est ça. Mais à ce moment-là, j'aurais pu l'aider à améliorer sa business à 100%, mais je n'avais pas les connaissances encore. Il faudrait que j'aille les connaissances d'aujourd'hui, transporter 10 ans dans le 100%. Passé. Fait que là, j'aurais pu l'aider parce qu'on en discute des fois, puis je pose des questions, elle dit, pourquoi tu n'as pas fait ça comme ça? Pourquoi tu n'as pas pensé à ça? Pourquoi tu n'as pas allé faire ça? Elle dit, je savais pas, je savais rien faire. C'est pas évident non plus. Fait que ma mère, pour moi, c'est une entrepreneur, une vraie quand même. Parce que du jour au lendemain, elle commençait à mettre de la publicité dans les journaux, à la TV, pour s'attirer des clients, puis à gérer ses propres clients. Elle faisait sa comptabilité, Fait que c'était intéressant, là, vraiment. Là. C'est intéressant parce que mes deux parents sont entrepreneurs, puis on a ces mêmes discussions-là, mais plus côté faire connaître ton entreprise, marketing, tout ça. Mon père est inspecteur bâtiment, c'est sa business. Il était courtier immobilier dans le passé. Puis mes parents sont séparés. Fait que vraiment immobilier. Ma mère est courtière immobilière aussi. OK, wow, mon Dieu. Fait que j'ai baigné là-dedans. C'est cool, ça. Fait que, puis ils ont 45, en tout cas dans une cinquantaine d'années. Fait que de leur introduire la valeur ajoutée des réseaux sociaux, de tout ça, c'est une autre génération. Puis là, tu sais, genre, ma mère a fait des stories souvent. Mon père, quand il a publié sa première story récemment, tu sais, genre, puis sa première? Il voit vraiment, ouais, sur Facebook, genre, là, tu sais, fait que c'est comme... mais j'ai dit, tu as tellement d'opportunités, tu pourrais faire scaler ton entreprise à un autre niveau. Puis je pense que c'est un niveau aussi rendu à leur âge, c'est comme, la retraite s'en vient, t'es comme ça, te tente-tu vraiment mettre l'énergie pour aller chercher un chiffre d'affaires supplémentaire quand t'es à l'aise? Fait que ce questionnement-là, mais tu vois qu'il y a un intérêt pour rajeunir un peu l'entreprise, puis mettre ça de l'avant. Fait que bref, pour revenir à nos moutons avec toi, fait que tu as eu des parents, justement, ta mère qui tendance plus entrepreneuriale, toutes ces compétences-là, est-ce que ça a été transmis par ces soft skills, je veux dire? Non, du tout. Puis gestion de l'argent je me permets une autre parenthèse. Non, surtout pas la gestion de l'argent. OK, all right. Je vais pas mal parler, là, mais non, surtout pas ça. En tout cas. Puis sinon, moi, mon grand-père, lui, il a construit son propre garage de mécanique. Il s'est formé lui-même. Il est allé s'outiller de gens qui savaient déjà faire de la mécanique. Très cool. Il a fait sa carrière au complet dans la mécanique. Donc, entrepreneur aussi. Il est entrepreneur aussi, mais pour lui, c'est un mécanicien. C'est un mécano, exactement. Fait que tu sais, moi, j'ai été entouré d'entrepreneurs, mais je n'étais pas conscient que c'était des entrepreneurs. C'est fou. Puis ça m'a pris vraiment beaucoup de temps avant de réaliser que je pouvais me créer ma propre job. Parce que tous les projets ou les entreprises que j'ai eues dans le passé avant de réaliser que c'était du sérieux,
ben pour moi, c'était des sidelines. Mhm. Tu sais, j'ai jamais pensé que je pouvais faire une entreprise puis je pouvais vivre de ça. Moi, c'était plus pour vivre un peu plus mes fins de mois un peu plus désagréables quand je commençais à faire de l'ambulance ou quoi que ce soit, puis j'avais pas de paye, là, finalement. T'sais. Fait que ça m'a pris du temps avant de réaliser ça. Puis moi, ce qui m'a marqué beaucoup, c'est que j'ai commencé à avoir des idées. OK? Pour faire un peu une petite parenthèse. For sure. Je commençais à avoir des idées entrepreneuriales. Je me suis dit, ça me tente peut-être de me lancer ou quoi que ce soit. Puis là, ma conjointe, elle m'a dit, là, tu vas arrêter de niaiser, puis tu vas faire le cours de lancement d'entreprise. OK? Alright. Un cours qui était bien. Okay. C'était dans le Bas-Saint-Laurent. Il était bien structuré. J'ai fait beaucoup de plans d'affaires. C'est ça. Ouais, c'est beaucoup de plans d'affaires qui m'ont pas beaucoup servi. J'ai mon opinion sur ce genre de cours-là, mais en tout cas, oui. Mais tu sais, c'est pas pour mal parler de personne. Non, mais en tout cas, il y a certaines limites, là. C'est dur d'avoir des commentaires de personnes qui n'ont jamais été en affaires. Tu sais, des gens qui n'ont pas de background entrepreneurial, qui connaissent pas la réalité, puis qui te disent, puis fais ça. Qui enseignent. Moi, c'est ça. J'ai des gros problèmes parce que je suis à l'université, à l'UQAM, puis comme tu as un prof qui enseigne le cours d'entrepreneuriat, puis tu es comme, il a eu une expérience entrepreneuriale, puis sa business n'a pas fonctionné. Fait que là, ça justifie qu'il est un prof maintenant pour enseigner comment bâtir une entreprise qui réussit. T'es un imposteur. Ouais. J'aime mieux quelqu'un qui est retraité, qui a eu sa business pendant 20 ans, puis ça a été vraiment... Puis qui l'a vendu, par exemple. Genre, wow! Mais en tout cas, ça, c'est un autre sujet encore, mais c'est vraiment... De la vraie expérience. Ben oui, ça prend de la vraie expérience. Ben oui! Parce que, sur papier, l'entrepreneuriat, c'est facile. Ça a l'air facile, du moins. Ou les success stories qu'on voit partout. Ben oui. C'est facile, là, être entrepreneur jusqu'à temps que tu es entrepreneur. Un héros, mais c'est ça. Fraction des gens. Là, tellement de gens qui se lancent, qui foirent. Là. C'est un petit pourcentage qui réussissent, là, finalement. Là, j'aimerais te poser une question un petit peu plus personnelle. Oui. En ayant vécu cette réalité-là familiale avec ta mère et ton père, puis maintenant que tu as des enfants, quel genre de père que tu veux être? Ben, c'est ça. C'est une des raisons aussi pourquoi j'ai décidé d'essayer du mieux que je peux de vivre de la liberté. Je comprends. Je le fais pas nécessairement pour moi, je le fais pour passer plus de temps avec ma famille. Ouais. Parce que tu le sais, je te l'ai dit tantôt, mon père n'a pas été présent, puis je ne vais pas reproduire ce que j'ai vécu. Parfait. Ça m'a pas dérangé nécessairement. J'ai toujours été plus proche de ma mère de toute façon. Puis toutes les activités que je faisais, pendant ma jeunesse, ma mère, c'est ma meilleure amie. Là. OK, je sortais pas beaucoup, puis ma mère voulait pas que je sorte beaucoup non plus. C'était vraiment une mère poule, elle est encore vivante. Je sais pas pourquoi je parle d'elle au passé. Là. Mais elle est encore là. Mais fait que c'était vraiment ma meilleure amie. Fait que c'était vraiment le fun. Fait que moi, j'essaie de reproduire un peu la relation que j'avais avec ma mère, avec mes enfants, puis avec ma conjointe. Mais j'essaie de pas être comme mon père, puis d'être présent, puis de faire des activités, puis d'être là. Quand je suis là, je suis là. Puis tantôt, tu m'as posé une question, puis j'aimerais ça en parler. Je t'ai parlé de Mike Fata. Oui. Tu te rappelles de ça? Oui. Tu m'avais demandé comment tu vis avec l'équilibre ou quoi que ce soit. 100%, oui. Ben, au début, quand j'étais entrepreneur en ayant une job à temps plein, j'étais entrepreneur à temps partiel. Avant de faire le switch, le grand saut, j'étais entrepreneur à temps partiel. Puis j'étais paramédic aussi. Fait que le temps, j'en avais pas beaucoup. C'était limité, Puis en plus, à ce moment-là, dans ma dernière entreprise, notre premier enfant, il était déjà là. Fait que j'avais déjà pas beaucoup de temps, mais ce qui est arrivé, je négligeais là. Je négligeais ma famille aussi, comme tout le monde, parce que je me disais grind, le classique. Le fameux grind. De Gary, là. Ben fait que grind, j'arrête pas jusqu'à temps que ça marche, quoi que ce soit. Jusqu'à temps que j'étais, si je me trompe pas, c'était sur Twitter à ce moment-là. Ouais. Puis Mike, justement, il a fait un post, puis c'était ses alarmes sur son cellulaire. Puis à partir de 5 heures, il y avait une quote, c'était écrit Getting ready to be the best dad ever for the family. À 5 heures. Hey, ça me émotive. Wow! Ça me émotive. Hey, c'est fou, là. Fait que ça m'a marqué, ça me donne des frissons en plus. Ça m'a marqué. Hein? Ça m'a vraiment marqué, puis je me suis inspiré de ça. Moi, je termine 3h30, 4h généralement quand que je peux, mais aussitôt que c'est terminé, c'est terminé. La business, le téléphone sonne, peu importe. Je réponds pas. Ça va aller à demain. Exactement. Parce que là, ma job, c'est la famille. Ma job, c'est d'être le meilleur père au monde. Du mieux que je peux, du moins. Mais tu te forces à avoir ces limites-là, dans le sens, est-ce qu'il y a des situations exceptionnelles ou vraiment tu respectes cet engagement-là? Il y a des situations exceptionnelles. C'est comme là, ça fait 3 jours que je suis à Montréal. Fait que ça, c'est une situation exceptionnelle. Ou si je fais du réseautage, soit à Québec ou en dehors de Québec, ça, c'est des situations qui sortent de l'ordinaire. Mais, tu sais, l'important, c'est de communiquer. Tu sais, ma conjointe est au courant. C'est ça, c'est un travail d'équipe, hein, surtout. Absolument. Tu sais, elle sait pour quelle raison je fais ça, tu sais, évidemment. Fait qu'il y a des situations comme ça. Mais je donne mon 100% pour nos clients ou quoi que ce soit. Mais c'est certain que si tu m'appelles passer 3h30, 4h, il n'y a aucune chance que je te réponds. Parce que je sais qu'il n'y aura pas d'urgence. Parce que c'est moi qui gère la prod.
S'il y a une urgence, c'est moi qui va la détecter en c'est ça. partant, là. Tu sais? Fait qu'il n'y a rien qui va dépasser, justement, cette ligne directrice-là que je me suis donnée, cette limite que je me suis donnée là pour passer du temps avec ma famille, finalement. Comment tu vois maintenant, rendu à 29 ans, on pourrait parler de ça, le grind, là, le fameux grind, tu travailles non-stop jusqu'à temps que tu réussisses. J'aimerais juste avoir ton opinion là-dessus sur le long terme, la longévité, justement, de la... Attends, j'ai perdu le terme. Combien de temps c'est viable de vivre de même, tu sais? Quand on est jeune, quand on n'a pas d'enfant, on n'a pas de responsabilité, on n'a pas de conjoint, tu peux te taper là, des 20 heures, 16 heures par jour, là, whatever, comme tu veux, jusqu'à temps que justement ton corps s'arrête. Si tu prends pas de soin de toi non plus, ça n'aide pas. Fait que, comment tu vois ça? Ben moi, je l'ai vécu. Tu sais, je l'ai vécu. Quand j'étais dans une de mes entreprises, je ne me souviens pas exactement laquelle, ben, j'étais aussi paramédic. Parce que moi, dans le fond, pendant mes 5 ans en tant que paramédic, ben, j'ai travaillé sur 2 entreprises, puis j'ai travaillé sur le développement de d'autres branches. C'est-tu là que tu as rencontré ta conjointe? C'est pas là exactement. On s'est rencontrés à Rivière-du-Loup durant notre deck. Ouais, mais oui, c'est ça. Moi, pendant que j'étais paramédic, je faisais 12 heures, je travaillais de nuit. Je travaillais 12 heures de nuit, puis pendant 2 jours, c'est là que je faisais de la création de contenu. OK? Fait que moi, je faisais streamer sur Twitch. Oui, 100%, je streamais pendant 4 heures, ben, entre 2 et 4 heures. Après, je faisais le montage. Après, j'allais travailler 12 heures. Je revenais. Je me couchais 4 heures. Oh my God. Même routine. T'étais pas épuisé mentalement? Oui. Mais t'étais aussi Physiquement motivé à le faire? Oui, je me forçais à le faire. J'avais du plaisir. Je comprends. Mais j'étais quand même motivé, j'avais du plaisir à le faire. Oui. Parce que, comme tu le sais, puis ça fait plein de fois que je le dis, j'aime ça jaser, j'aime ça parler, j'aime ça interagir avec les gens. Puis tu sais, ma communauté que j'avais établie à ce moment-là, c'était le fun pour ça. Exact. Parce que, tu sais, oui, on gamait, mais ma force, moi, tu sais, moi, je recevais des commentaires là, à la fin de mes streams presque tout le temps de jeunes ou de personnes un peu plus vieilles ou quoi que ce soit, mais qui me disaient, tu sais, je vis de la dépression présentement ou je suis en burn-out ou quoi que ce soit. Puis à chaque jour, j'ai juste hâte que tu streams parce que tu m'aides à passer au travers de ce moment difficile-là. C'est fou ça, c'est comme fou, commentaire. Là. Puis moi, c'est un des regrets que j'ai d'aujourd'hui depuis, tu sais, d'avoir un peu abandonné ma communauté. Tu sais, j'ai fait un switch là-dedans, puis j'ai décidé de mettre ça de côté pour plusieurs raisons. Ouais. Mais t'es attaché à ça. Oui, absolument. Tu sais, ça... Puis plusieurs commentaires, là, je dis pas juste un commentaire ou 2 isolés, là. Beaucoup de commentaires, tu sais. Parce que, tu sais, je suis high energy, je suis enthousiaste. Puis sur le stream, ben, j'avais un personnage, évidemment, là, tu sais. Oui. Fait que j'étais quelqu'un d'autre, tu sais, j'étais déguisé. Je vais t'en parler un peu en primeur. Parfait. À chaque stream, j'avais un one suit de licorne avec des lunettes de soleil. Wow! Absolument. J'étais un personnage avec un background, une histoire. Tu vois, la créativité, ça vient de là aussi. Oui, probablement aussi. C'est comme... Ça, c'est une autre question par rapport à ça, là, mais ton processus créatif, justement, autant dans ta prospection, toutes tes bonnes idées, ça vient d'où? Ben, ça vient beaucoup d'essais-erreurs, je te dirais. Là, okay. Vraiment. Tu sais, quand j'ai une idée, ben, je peux pas savoir si c'est une bonne idée avant de la tester. Fait que mon processus créatif, ça ressemble à ça. Mais au moins, je suis outillé aussi parce que je suis entouré. Moi, je questionne les gens. Tu penses quoi de ça? J'ai pensé faire ça. T'en penses quoi? Avec des gens créatifs, j'ai un bon réseau. La majorité de mon réseau, c'est soit des musiciens ou des artistes ou quoi que ce soit. Fait que, quand je vais un peu dans l'audace, ben, je vais avoir un avis d'un cerveau créatif. Fait que là, je peux questionner. T'en penses quoi? Trouves-tu une bonne idée ou tu trouves que c'est pas professionnel ou quoi que ce soit? Mais vraiment, mon processus créatif, c'est je teste quelque chose, faut qu'on le teste. Tu peux pas savoir. T'sais. Fait que souvent, les tests un peu plus audacieux, on les teste via ScaleQuest avant de les proposer aux clients, évidemment, parce qu'on va avoir du data. On veut s'assurer que ça fonctionne, puis que c'est pas mal vu, puis que ça va pas peut-être ternir la réputation de l'entreprise qu'on va représenter. Fait que oui, je dirais vraiment en testant. J'ai pas de processus de brainstorm spécifique ou quoi que ce soit, là. Mais ouais, vraiment en testant. Qu'est-ce que tu fais pour te garder en forme mentalement, physiquement? As-tu des activités justement que autant moi par exemple, c'est le gym, bien manger aussi, faire ma meal prep. Donc pour toi, ça ressemble à quoi? Ah, la meal prep, c'est tellement une bonne idée. C'est fou, hein? On la faisait. C'est encore plus compliqué quand tu as des enfants, là. Ah oui, j'imagine, mon Dieu. Mais ça, on l'a fait plus. On l'a fait une semaine. On s'est dit, on va se craquer avec ma conjointe. Avec les enfants, oui. Puis finalement, on l'a fait une semaine de temps. Puis après, ça tombe à l'eau, c'est ça. Mais c'est une excellente idée. Moi, je m'entraîne. OK? Je fais 3 à 4 jours par semaine d'entraînement physique. Puis je fais du vélo dans mes day off.
du vélo physique, du stationnaire. Fait que à chaque jour, tu bouges à chaque jour. À tous les jours. J'essaie de ne pas en faire samedi, dimanche, donner un petit break, là, mais souvent, je vais en faire aussi. Cool. J'essaie du mieux que je peux de bien manger. Là, je suis venu à Montréal, puis pour m'assurer de ne pas manger de scrap, ben, je me suis fait des repas aussi. Je me suis fait des petits repas que j'ai mangés à la chambre d'hôtel, finalement. Tu as cette possibilité-là, puis tu sais, je veux dire, t'es pas obligé d'aller au McDo. T'as tellement de... T'es sur Saint-Denis, là, je veux dire. Oui. Honnêtement, là, t'as tellement de bons restaurants qui sont équilibrés, beaucoup plus santé aujourd'hui, là, fait que non, ça vaut la peine. Mais oui. Puis moi, j'adore le Copper Branch. Ah, je sais pas si tu connais. J'ai interviewé Charles Côté. Ah ouais? Je me souviens bien, c'est un propriétaire franchisé de Copper Branch. Ah, j'adore Copper Branch. C'est un propriétaire. Okay. Mais ouais, il m'a expliqué, c'est vraiment, c'est vegan, c'est super bien. Là, on avait un à Rimouski quand j'habitais là, on mangeait là presque à chaque semaine. Là, jusqu'à temps qu'il a fermé. Là. C'est ça. Puis après ça, en déménageant à Québec, on s'est dit, on va en avoir, mais à Québec aussi, ils sont tous fermés. Fait qu'aussitôt, je suis arrivé à Montréal avant hier, Copper Branch direct. Fou, là. Ah, que j'adore ça. Ouais. J'aime tellement ça. C'est bon, c'est santé en plus. Puis... Ouais. Mais c'est ça. Fait que j'essaie du mieux que je peux de faire attention quand je mange. Je m'entraîne sur une base régulière au moins une fois par jour. Très bon. C'est un 15 à 30 minutes, tout dépendant, au moins, pour me garder actif, évidemment. Ce qui m'aide beaucoup au niveau de la gestion de mon stress ou quoi que ce soit, dans des périodes plus stressantes ou quoi que ce soit, lire. Que ce soit lire pour le plaisir. Un grand lecteur. Cool. Il y a un moment, là, c'était un livre par semaine. Ah ouais. Avant, quand j'avais du temps. Ouais, c'est ça, là. Un livre par semaine. C'est là, aujourd'hui, ça dépend. T'sais, je lis du mieux que je peux quand j'ai le temps. Mais tu ne mets pas de pression là-dessus. Genre... Je ne mets pas de pression là-dessus. Ouais. Avant, j'étais 100% juste dans des livres de business, d'affaires ou d'amélioration de processus, de système ou quoi que ce soit. Puis à cette heure, j'essaie de faire différent un peu. Fait que moi, j'ai lu la bibliothèque au complet de One Piece. Oh my God! T'aimes ça? Non, mais c'est shit là. Ben, pas que j'aime pas ça, j'ai jamais regardé, mais j'en entends parler souvent. Ah ouais. Donc, wow, OK. C'est vraiment... Le soir, je voulais lire, mais je voulais pas lire de la business. Je voulais mettre mon cerveau un peu plus relax. Fait que j'ai commencé à lire les mangas. Puis en 3 mois, j'ai lu tout ce qui avait été fait. Ouais. Fait que puis là, on est dans l'attente. Là, parce que c'est pas terminé encore. Là. Fait qu'on est dans l'attente que ça sort. Là. Fait que c'est long. Mais tout ça pour dire que de la lecture, sinon, j'étais un grand joueur d'échecs aussi. Fait que je joue pour le plaisir. Wow. J'ai été à un niveau, quand j'étais plus jeune, j'étais plus au niveau de la compétition. Ouais. Mais j'ai mis ça de côté, là, je joue pour le plaisir. T'sais. Fait que je fais des puzzles des fois, ou des puzzles d'échecs, évidemment, là, ou juste jouer aux échecs. Puis sinon, tu sais, des activités classiques. Aller prendre une marche, prendre l'air, aller sur le bord de l'eau avec ma conjointe, quoi que ce soit, ou tout seul. Là. Mais tu sais, juste pour sortir du bureau, sortir de l'intérieur, puis aller se ressourcer. Puis étonnamment, là, en marchant dehors, proche de l'eau, là, c'est toujours là ou dans la douche, là, je veux dire ça de même, que j'ai eu les meilleures idées. Hein? C'est bizarre, hein? Ouais. Puis au gym aussi, mais tu sais, en fait, mes meilleures idées proviennent au moment qui sont pas dans des contextes entrepreneuriaux. Quand je rencontre des amis qui sont pas en business pendant tout, qui parlent d'un sujet, puis c'est comme, hey, qu'est-ce que tu viens de dire? Ça a bien du sens, je pourrais l'adapter pour mon entreprise. On s'en parlera. Non, mais tu sais, c'est vrai, c'est comme... C'est vrai. C'est fou, tu sais. Puis pour faire suite à ça, comme avec ta conjointe, c'est quoi, tu sais, rendu à presque 30 ans avec des enfants, c'est quoi tes ambitions avec ton entreprise, pour scaler ton entreprise? Oui, ben là, présentement, tu sais, quand j'ai commencé, moi, faut toujours avoir une vision assez audacieuse. Moi, j'aime ça voir grand. Okay? Pour moi, c'est un critère fondamental en business. Faut que tu vois grand, mais c'est pas grave si tu l'atteins pas. Okay? Mais faut que tu vois vraiment grand. Un objectif. Absolument. Right? OK, je comprends. Absolument. Puis, dans le pire des cas, tu vas être là, au lieu d'être là, mais là, ça va être très bien aussi. T'sais. Ben, c'est ça. Fait que là, nous, ce qu'on est en train de faire présentement, c'est qu'on est en train d'embaucher 100% des agents au téléphone qui sont bilingues, puis on va se développer dans le Canada anglais. Pour commencer, là, on va aller soutenir ces entreprises-là aussi. On ne vise pas encore le monde, évidemment, là, mais peut-être qu'un jour, ça pourrait arriver. Ouais, mais tu vas graduellement. L'Europe aussi, une chose à la fois. Fait que là, on a, comme je te dis, on a 2 employés présentement à temps partiel parce que du temps plein en prospection, moi, je propose jamais ça, là, parce que ça n'a pas de sens. Là, faire du téléphone en journée longue, il y a des gens qui sont bons pour le faire et qui sont capables de le faire. T'as beau aimer ça, ton cerveau, il faut qu'il change un petit peu la tâche. Là. Ah oui, absolument. De tâche. Fait que c'est pour ça que nous, on se limite justement à du temps partiel, mais si tu m'arrives et tu dis, hey, moi, j'en mange la prospection, je veux faire du 30-40 heures, je vais t'en donner. Là. Mais c'est ça. Fait que là, on a 2 personnes à temps partiel en plus. Puis on est en processus d'embauche pour 2 autres aussi également. Très cool. Dans l'année, on risque d'être 5 au total.
Puis c'est là que 100% bilingue, c'est là qu'on va sûrement commencer à approcher justement du démarchage pour des entreprises de Toronto, aux alentours, et ainsi de suite. Fait que comme ambition, je te dirais, là, une entreprise pan-canadienne. Pour finir un petit peu sur notre discussion, j'avais une question quand même par rapport à ta stratégie marketing pour ton entreprise. Ça ressemble à quoi? Est-ce que tu as pensé à un plan pour 2024? Ben, en fait, moi, ce que j'aimerais beaucoup faire, puis c'est actuellement, nous, notre développement des affaires, il se fait au téléphone aussi. Okay. Parce que tant qu'à le faire pour nos clients, on a les ressources, on le fait pour nous. C'est sûr. Fait qu'on teste beaucoup de stratégies à ce niveau-là. On essaie de faire un peu plus d'audace, mais on teste les stratégies en même temps avant de les proposer à nos clients. Fait qu'on fait beaucoup ça. Puis on fait beaucoup de prospection directe aussi par téléphone. Ouais. Puis sinon, moi, je fais énormément de réseautage. Ben, là, j'ai pris un petit break là, de 3 mois de réseautage. Mais là, je recommence. Fait que pour le reste de l'année, puis pour l'année, les années à suivre, à venir, je veux dire, je vais faire beaucoup de réseautage aussi. Fait que ça fait partie du plan de développement humain, je vais dire ça comme ça. Ouais. Puis sinon, je suis en discussion avec Alias pour aussi faire peut-être des placements ou quoi que ce soit dans leur infolette ou quoi que ce soit. Puis en plus, là, c'est encore sur la glace. Je ne sais pas si ça va se conclure. Puis je ne sais même pas si j'ai le droit d'en parler, mais je vais le faire quand même. J'ai été approché par Isabelle justement pour un panel 100% dédié à la prospection en juin. En juin qui s'en vient, le mois prochain. Il faut que quelqu'un te filme. Je te le dis, il faut. Parce que tu poses ça sur LinkedIn, là, c'est du quality content. Ah oui, absolument. Tu trouves quelqu'un avec une caméra puis un micro, là, puis c'est fait. Là. Mais ça, c'est parenthèse, là, mais je te conseille fortement de le faire. OK. Ouais, mais je suis pas mal certain que ça va être filmé. Ça va déjà être filmé. Ben, je pense, si c'est filmé, encore mieux. Je pense. Tu demandes le contenu. Là. Ouais, c'est ça. Mais ouais, très cool. Fait que c'est ça. Puis sinon, j'étais encore en décision aussi. Tu connais Infolettre? Ben, une infolette ou tu non, c'est quoi? C'est une infolettre sur 100% dédiée sur les affaires. Ça s'appelle Info Bref. Par le Journal des affaires? Non, ça s'appelle Info Bref. C'est un Patrick qui a cette entreprise-là. Okay. Puis lui, c'est la même chose. C'est probablement... Info Bref, c'est probablement l'infolette la plus lue dans le milieu des affaires. Là. Wow. Vraiment, là. Au Québec. Wow, OK. Fait que là, je suis en décision aussi si on fait du placement publicitaire dans cette infolette-là. 100%. Probablement les deux. Une belle opportunité. Mais j'aime ça. Puis, pour clore l'entrevue un peu, tu sais, je te l'ai posé au début, mais ta mission de vie, tu sais, comme personne, puis comme entrepreneur, ça ressemble à quoi? C'est pas mal la même chose, je te dirais. Tu sais, ma vraie mission, moi, c'est d'être libre dans toutes les sphères de ma vie. Tu sais, monétairement, du temps aussi, pour passer le plus de temps avec ma famille. Mais moi, j'ai besoin d'avoir une entreprise ou d'avoir un projet ou quoi que ce soit, parce que je sais que je vais m'emmerder. Je suis assez hyperactif, là, fait que ça me prend ça. Mais c'est certain que ma mission personnelle, moi, c'est de tout mettre des systèmes en place, toujours en gardant l'humain au cœur de toutes nos décisions, pour que tout soit automatique, tout fonctionne bien, pour que j'aille plus de temps pour passer le temps avec ma famille, évidemment. Ça, c'est une de mes missions personnelles, familiales, je veux dire. Mon autre mission personnelle, j'en ai parlé au début, c'est de mettre à terre les mauvais vendeurs. Changer cette mentalité-là. Oui, absolument, changer la mentalité. D'éduquer encore plus sur qu'est-ce qu'un vrai vendeur. C'est quoi les vraies pratiques d'un bon vendeur, l'éthique, comment être, l'intégrité. Vraiment faire passer les humains avant la transaction. C'est ça le plus important. Fait que ça, c'est une autre de mes missions. Puis, pour ce qu'est le quoi, c'est certain que, comme je t'ai dit tantôt, pas Canada, on fait juste grossir en gardant toujours l'humain au cœur de nos décisions. Fait qu'on est sur une bonne lancée. Toi qui es un grand lecteur, quel livre que tu recommanderais à un futur vendeur? Gap Selling. Le Gap Selling de Keenan. Keenan, meilleur livre au monde. Cool. Pour vrai, sur la vente, là, il y en a plusieurs. To Sell is Human, c'est un excellent livre aussi. C'est un livre beaucoup plus axé sur la psychologie, mais qu'on comprend bien de qu'est-ce qu'est la meilleure vente. Puis ça, c'est un livre qui m'a été proposé par Serge Beauchemin. Okay? Wow! Fait que quand il me l'a proposé, c'est une bonne référence. Je suis allé l'acheter le lendemain. Ouais, c'était un événement chez Alias. Aussitôt que j'ai quitté, j'étais allé... Puis c'est ça, j'avais pas terminé tantôt quand on parlait justement de... J'ai fait le cours de lancement, ainsi de suite. Là, puis je fais une petite parenthèse. Puis c'est durant ce cours-là de lancement d'entreprise qu'on a vu... Moi, j'ai vu pour la première fois qui était Serge Beauchemin. OK? Parce que c'est une grande inspiration, une grande influence dans ma vie. Puis quand je l'ai vu s'exprimer, parler, je me suis dit, je veux être Serge Beauchemin. Wow. Puis c'est à partir de ce moment-là, ma vision de la vente a changé drastiquement là. Parce qu'il disait ça. Il avait dit ça, je me souviens pas exactement dans ses mots, mais il m'avait dit vendre, c'est pas vendre. Vendre, c'est aider.
Puis ça m'avait marqué. Ça m'a marqué. C'est pour ça que quand j'ai discuté avec, puis il m'a dit tu devrais lire To Sell is Human. J'ai fait let's go. J'aime vraiment les capsules qu'il poste sur Alias. Là, je veux dire, ils font un podcast, mais lui, il est présent dans sa vidéo. Puis les sujets sont vraiment hyper pertinents là, quand Absolument. ils discutent. Absolument. C'est très cool. Dernière mini-question, en fait. Oui. Où est-ce qu'on peut te contacter pour faire affaire avec toi? LinkedIn. LinkedIn, courriel. Right. Mais Parfait. mon courriel se trouve soit sur notre site internet qui est scalequest.ca ou directement par LinkedIn, c'est la meilleure façon. Puis j'aime encore plus ça par LinkedIn parce qu'on peut justement déjà établir la relation, tu sais, pour voir un peu nos valeurs puis voir ce que peut s'aligner. Okay. Question bonus, guys. Oui. En réseautage, toi qui en fais, oui. Est-ce que les cartes d'affaires, je veux juste refaire la question. En réseautage, est-ce que les cartes d'affaires, c'est outdated? C'est-tu encore pertinent en 2024? Moi, personnellement, je trouve que non. Mais c'est une opinion. OK. Tu sais, je suis allé faire du réseautage hier, j'en ai eu, évidemment. Ouais. Mais moi, quand on me demande, as-tu une carte d'affaires? Moi, j'ai LinkedIn. Moi, ma carte d'affaires, c'est LinkedIn. Exact. C'est plus facile. Mais oui. T'envoies un message. Un message, code QR. Puis, message, c'est encore plus intéressant. Hey, merci de la discussion d'hier au Salon Connexion. Fait on est capable de situer. Fait que si on se perd de vue pendant quelques semaines, un mois, 2 mois, puis on se souvient plus, mais quand on l'ouvre, la discussion, on sait c'est où qu'on l'a vu. Fait que c'est ça qui est intéressant. Fait que moi, est-ce que c'est, pour répondre à ta question, est-ce que c'est outdated? Je trouve que oui. Je trouve que c'est des dépenses d'entreprise inutiles. T'sais, surtout là, on voit des cartes en plastique ou des cartes comme ça. Une carte, sont toutes pareilles en plus. Ou une carte qui se réutilise. Une carte avec un code QR, que je scanne le code QR puis je tombe sur ton LinkedIn ou sur ton Linktree, quelque chose comme ça, c'est correct. Mais des cartes vraiment en carton classique que tu donnes à tout le monde, fait que ça, je trouve que c'est outdated parce qu'on s'en fout. Puis tu sais, encore là, moi en réseautage, ma philosophie, là, c'est de me faire du fun, de faire de nouvelles rencontres, puis de m'intéresser aux gens. Tu sais, j'essaie du mieux que je peux de pas trop parler en réseautage. Je réussis pas tout le temps, mais souvent, tu sais, j'essaie de faire parler les gens d'eux le plus possible. 100%. Fait que juste à cette approche-là, tu sais, de les comprendre, de comprendre leurs enjeux, de comprendre comment ils se sentent, puis pas juste parler de business, tu sais, parler de tes passions, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que t'aimes, tu sais, je veux m'intéresser à toi. Parce qu'en plus, si tu me dis que t'aimes telle chose ou tel resto ou tu manges pas de viande ou tu bois pas d'alcool, s'il faut que je te fasse un cadeau éventuellement, parce qu'on en fait souvent, je vais savoir un peu où me situer, du moins, tu sais. Exact, toi qui prends pas d'alcool. Non, c'est ça. Right, un petit gin, non. C'est des bons choix d'alcool que tu as, par exemple. Oui, mais c'est vraiment juste pour le setup. Il y a personne vraiment qui boit de l'alcool pendant le podcast. À moins qu'il te demande un shot, là, peut-être que ça va être dans le segment Patreon, genre. Non, c'est ça. Mais écoute, Tommy, merci beaucoup de ton passage pour le podcast. Puis si t'es partant, j'aimerais qu'on fasse un part 2. Dans 6 à 12 mois. Avec plaisir. Un truc genre voir les nouveautés. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Absolument, avec plaisir. Right. Puis merci encore pour l'invitation. Pour vrai, là, c'est... Vraiment sharp, là, je veux dire. On s'est parlé déjà. J'ai dit, il faut que je l'invite. C'est trop sharp. Je suis capable de saisir un peu la personne. Puis on a fait ça. Fait que très cool. Merci encore. Je suis content. Mais merci à toi encore. Puis, tu sais, t'es un hôte exceptionnel, je te le dis. Là. Ah ouais? Okay. C'est vraiment cool, tu sais. J'ai pas senti que j'avais de la pression ou quoi que ce soit. Cool. Tes questions étaient bien posées aussi. Puis ça a aidé aussi qu'on se fasse une petite pratique avant. Ben, pas une pratique, mais genre de petite... genre de recherche. Préparation, mise en bouche. Là, Mais non, puis tu sais, même quand tu m'as accueilli en bas, là, chaleureux au bout, là, j'ai pas pu m'empêcher. Tu t'es approché, j'ai fait, je veux qu'on se fasse un câlin, là. Mais d'habitude, tu sais, parce que c'est un classique, on serrage de main. Mais j'y vais avec le... Tu sais, c'est un peu comme le tutoiement. Ouais. Je vais avec la personne qui est présente. Si c'est un monsieur ou une madame, 60 ans, OK, ben tu vois, monsieur, madame, c'est différent. Un petit bec, OK. Ouais. Un monsieur, OK, serre la main. Milléniaux, je vais aller avec un props. Ben toi, t'es milléniaux, mais un props ou genre une accolade. Ou tu sais, la main comme ça, puis genre... une affaire de genre. Mais ouais, fait que tu sais, je m'ajuste avec les personnes. Puis des fois, tu sais, il y a des différences, mais ça, je vais avec le feeling. Mais ouais, fait que tu sais, j'essaie d'être le plus accueillant possible, un petit café, un petit verre d'eau, c'est juste pour le fun, puis avoir des belles discussions. J'ai aucune pression, les gens, comme je te dis, des fois, même moi, je me reprends dans mes phrases. Après 140 épisodes, je perds mes mots, puis c'est comme, OK, on n'est pas parfait, là, on est tous humains, donc prenez le temps, puis je le dis souvent à mes invités, si jamais tu veux te reprendre ou tu veux qu'on coupe un segment, whatever, il y a cette flexibilité-là, fait que... Ah ben moi, je suis très à l'aise avec toutes les réponses que je t'ai données aujourd'hui, puis avec toutes les discussions qu'on a eues aussi. On est rentré deep, tu sais, je veux dire, on a parlé de ta situation familiale, il y a beaucoup de gens qui disent, j'aimerais pas en parler, tu sais, je suis pas à l'aise. Fait que ça, c'est vraiment nice que qu'il n'y ait pas de sujet tabou.
Mais non. Right? Tu sais, en plus, de toute façon, j'ai été ambulancier. Tu sais, j'ai tout vu, probablement, les situations du monde. Ouais. Tu sais, j'ai appris justement à démontrer une certaine vulnérabilité aussi. Oui. Parce que c'est de même, tu crées des relations aussi. 100%. Tu sais, moi, il y avait quelque chose qui m'avait marqué, je me souviens pas exactement, mais tu sais, quand tu veux apprendre quelque chose de profond sur quelqu'un, ben toi, mets-toi sur la table. Tu sais, tes expériences, tu sais, tu veux parler de quelqu'un, tu veux demander à quelqu'un s'il a déjà fait un burn-out, puis toi, tu sais que tu en as déjà fait un, ben explique-y. Tu sais, moi, dans le passé, j'en ai déjà fait un burn-out, puis tout. Juste ça, là, ça va ouvrir la discussion là-dessus. La personne là, qui tu vas lui dire ça, si c'est une personne moindrement ouverte, va te dire, ah ben, tu sais, moi aussi, j'ai vécu ça, puis toi, comment t'as vécu ça? Puis tu sais, ça ouvre la discussion là-dessus. Mais ça, tant aussi longtemps que tu ne mets pas tes émotions vraiment sur la table, ben les gens, ils seront pas propices à s'ouvrir non plus. Si tu as l'air tout le temps froid, puis tout le temps distant ou quoi que ce soit, ben c'est pas propice que tu vas avoir des discussions chaleureuses ou profondes avec des gens non plus. Là. Puis ça dépend aussi de l'interviewer parce que je me souviens plus de son nom, mais il y a un interviewer aux États-Unis qui est très, très technique. Qui pose ses questions, puis c'est hyper précis puis pertinent dans ses interviews. Puis tu vois qu'il est très, très, je dirais froid, oui, qui est très neutre dans son ton, dans ses questions. Mais il y a une autre histoire qui aime ce genre de personnalité-là. Fait que moi, je sais que je suis pas comme ça. Je suis un petit peu plus coloré, je suis un petit peu plus chaleureux, je dirais, comme familier. Fait que, un peu comme toi dans tes co-calls. Fait que tu vois, ça on a une belle relation par rapport à ça. Fait que, pour pas s'éterniser, merci encore. On se refera d'autres discussions sur d'autres sujets avec plaisir. Puis aussi pour mon entreprise, je pense qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire for sure. Là, ça serait nice. Okay. Ça marche. Un gros merci encore. Merci encore. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.